Bienvenue à notre webinaire intitulé « Mise en place de programmes d'activité physique adaptés dans le soin d'aînés à risque de chute pour prévenir le déconditionnement physique », présenté par Loop, la communauté engagée pour la prévention des chutes. Je m'appelle Hélène Gagné, je suis la directrice du programme de prévention des chutes à Parachute. Parachute subventionne les communautés de pratique Loop et Loop Junior, ainsi que la campagne annuelle du mois de la prévention des chutes. Avant de commencer la présentation, nous tenons à reconnaître le territoire. Pardon, je vais changer l'acétate. Nous tenons à reconnaître le territoire sur lequel nous vivons et travaillons comme étant un territoire ancestral non cédé des peuples autochtones du Canada, c'est-à-dire les Premières Nations, les Inuits et les Métis, dont la présence remonte ici à des temps lointains. Nous respectons et exprimons les droits et le titre des peuples autochtones du Canada et signifions notre respect envers les aînés autochtones du passé, du présent et de l'avenir. Nous aimerions observer quelques instants de silence pour reconnaître le territoire sur lequel nous avons personnellement élu domicile. J'aimerais maintenant vous faire part de quelques petits détails techniques avant de commencer avec la présentation. Comme vous pouvez le constater, nous utilisons la plateforme Zoom, soit la version anglaise. Je présume que vous êtes tous familiers avec cette plateforme. Toutefois, si ce n'est pas le cas et que vous avez une question d'ordre technique durant la présentation, écrivez-la dans la boîte de clavardage chat située au bas de votre écran. Ma collègue Michelle Duckman aura un œil sur cette boîte tout au long de la présentation et sera en mesure de vous répondre. Vous pouvez aussi transmettre vos questions sur le sujet du webinaire à la conférencière à l'aide de la boîte de questions en bas de votre écran. Toutes ces questions feront l'objet d'une période de questions à la fin du webinaire. Vous pourrez lire dans cette boîte seulement vos questions, pas celles posées par les autres participants. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. D'ici quelques jours, ma collègue Michelle vous transmettra la présentation PowerPoint ainsi que le lien vers l'enregistrement sur YouTube que vous pouvez voir maintenant à l'écran. Vous pouvez également visionner les webinaires précédents que nous avons eus sur Loop en vous rendant sur Loop sous l'onglet « Webinaire archivé » que vous voyez à l'écran. Maintenant, j'aimerais vous présenter la conférencière d'aujourd'hui, la professeure Mylène Aubertin-Leheudre. Mylène Aubertin-Leheudre est professeure titulaire au département de sciences de l'activité physique de l'UQAM et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Elle est la directrice associée à la recherche du Centre de recherche, à la recherche clinique du Centre de recherche et actuellement chercheur boursier senior du Fonds de recherche du Québec en santé. Professeure Aubertin-Leheudre est une spécialiste de la fonction musculaire et de sa prévention par l'activité physique. Elle est membre de plusieurs consortiums internationaux sur la sarcopénie et le bien vieillir. Vous pouvez consulter la biographie complète de Mylène dans le calendrier de Loop. Sans plus tarder, je cède la parole à Mylène qui pourra maintenant partager son écran. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'excuse d'avance, j'ai une petite extension de voix, mais il me fait plaisir aujourd'hui donc de participer à la conférence Loop et de vous mettre en avant les mises en place de programmes d'activité physique dans la trajectoire de soins d'aînés à risque de chute pour prévenir le déconditionnement. Avant de commencer cette présentation, je voudrais déclarer que je n'ai aucun conflit d'intérêt relatif à cette présentation. Pour bien commencer la présentation, je voudrais vous faire un point de vue au niveau de la littérature et de la mise en contexte de pourquoi il est important de faire de l'activité physique et sur quels facteurs il est important de mettre en place ces programmes d'activité physique. Donc, comme vous le savez, pour la majorité d'entre vous, la population vieillissante, et on l'a encore plus vécu lors de la COVID-19, est de plus en plus présente au Québec et à travers le Canada, puisqu'aujourd'hui, elle représente à peu près 20% de la population. Même si elle ne représente que 20% de la population, cette population représente 45% des coûts de santé
dispensés au niveau du Canada. Malheureusement, une des explications sur ces coûts de santé importants, c'est que même si l'espérance de vie augmente, comme on le voit ici, en 2014, ils annonçaient 2 ans en moyenne d'espérance de vie de plus, tant pour les hommes que pour les femmes. Malheureusement, la moitié de ces années de vie gagnées sont des années de vie avec des incapacités. Donc, dans notre laboratoire ou dans nos recherches, ce que l'on vise, c'est une vision un peu utopique, c'est de mourir, mais sans années d'incapacité pour bien vieillir et avoir un vieillissement le plus réussi possible. Au niveau maintenant des concepts théoriques et de cette mise en place, un des facteurs que l'on voit et que l'on note à travers le vieillissement et qui va se faire chez tous, c'est que la vitesse de marche, qui est ici, tant en rouge pour les femmes et en bleu pour les hommes, va diminuer avec l'âge. Malheureusement, il y a un niveau qui est dit optimum, qui est de 1 mètre par seconde, et un niveau qui est dit limite au niveau des incapacités ou du déclin physique ou encore du déconditionnement et de la perte de dépendance. En effet, en dessous de 0,8 mètres par seconde, on commence à considérer que les gens sont à risque de déclin physique, et en dessous de 0,5 mètres par seconde, la dépendance est grande chez les personnes qui ont ces vitesses de marche. Pourquoi on s'intéresse à cette vitesse de marche-là? Pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, ici, c'est une étude qui avait montré que la survenue de la dépendance était fortement reliée à la vitesse de marche. Par exemple, en vert, ce sont toutes les courbes où la vitesse de marche est supérieure à 1,2 mètres par seconde, et en rouge, ce sont toutes les courbes où la vitesse de marche est inférieure à 0,6 mètres par seconde. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le risque de devenir dépendant est beaucoup plus grand chez les personnes qui ont des vitesses de marche beaucoup plus faibles. Cette vitesse de marche, elle est liée à un autre point qui intéresse Loop essentiellement, qui est les chutes. 43% des cas de chute chez nos aînés sont liés lors d'une marche, et dans 50% du temps, cela se fait au sein du domicile. Une personne sur 3 âgée de 65 ans et plus, mais aussi une personne âgée sur 2 de 80 ans, chutera dans l'année de vie. Le problème de ces chutes, c'est qu'elles ne sont pas anodines. C'est la première cause d'hospitalisation. 43% des cas d'hospitalisation des aînés est causé par une chute. Ça génère aussi malheureusement 12 000 décès par an, et ça coûte, en termes de soins et de prévention, 2 milliards de dollars par an. Les principales causes, elles sont multiples, mais voici vraiment les principales. La perte d'équilibre, l'inactivité, c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'activité physique, la vitesse de marche dont je viens de vous parler, la santé cardiovasculaire et l'obésité, et 2 autres facteurs qui sont souvent peu mis de l'avant ou peu étudiés et sur lesquels notre laboratoire s'intéresse essentiellement, la perte de force musculaire et la perte de masse musculaire. Ces 2 éléments compris, on appelle ça la fonction musculaire. Alors, cette fonction musculaire, justement, donc cette masse et cette force, malheureusement, tant pour les hommes que pour les femmes, avec le vieillissement, va diminuer. Et elle va avoir des conséquences sur 2 prédicteurs des chutes, les capacités fonctionnelles et la vitesse de marche. Donc, en perdant encore plus cette vitesse de marche, va diminuer. Alors, quels sont les meilleurs prédicteurs des capacités fonctionnelles et donc des chutes indirectement? Dans une des études que l'on a menées dans notre laboratoire sur la fonction musculaire, il n'était pas encore très clair à l'époque. Est-ce que la force ou la masse devrait être notre meilleur prédicteur quand on est clinicien? Est-ce qu'on devrait d'abord s'intéresser à la force ou à la masse ou à une force relative? Donc, on a pris tous différents facteurs. Ici, en vert clair, la force des jambes relative, c'est-à-dire force des jambes divisée par le poids corporel. En vert foncé, la force de préhension relative, donc force de préhension divisée par le poids corporel. En jaune et orange, ces mêmes marqueurs, mais sans la division par le poids corporel. Et finalement, en rouge, la masse musculaire. Et qu'est-ce que l'on a noté? C'est que les forces relatives sont les meilleurs prédicteurs du risque de développer des incapacités. Par exemple, le risque de perte de vitesse de marche normale, je reviens toujours sur mon fil conducteur de prédicteur de chute, il est 8 fois plus important et
presque 12 fois plus important chez des personnes qui ont des forces de jambes ou des forces de préhension relative beaucoup plus faibles, alors que l'on a observé que pour la masse musculaire faible, il y avait peu ou pas d'augmentation du risque. Donc, il semble qu'en termes de vitesse de marche, en termes d'incapacité physique, la force prédise mieux ces incapacités et cette perte de force, de vitesse de marche, que la masse. Alors, c'est bien beau de dire que ça prédit, mais est-ce que c'est vrai dans la vraie vie? Est-ce que quand on divise deux groupes d'aînés, un avec une très bonne capacité fonctionnelle et un avec une moins bonne capacité fonctionnelle, est-ce qu'on retrouve cette littérature-là? Donc, ce qui est important de noter, c'est que nos groupes étaient identiques en âge et en IMC. Et vous le noterez, ils étaient assez jeunes, parce que ce résultat est encore plus vrai chez les gens beaucoup plus vieillissants. Et l'on remarque que la masse maigre, donc la masse musculaire, était identique entre nos groupes, alors que fonctionnellement, ils étaient très différents. Par contre, la force de préhension relative et la force des membres inférieurs relatifs, donc divisée par le poids corporel, elles étaient significativement différentes entre nos groupes. Et c'est nos groupes avec les meilleures capacités qui avaient les meilleures forces musculaires. Donc, il semble que la force musculaire soit un meilleur déterminant ou un meilleur identifiant de nos personnes à risque. Maintenant qu'on a dit ça, comment on fait? Il faut trouver ce que l'on appelle des indicateurs, parce que les cliniciens nous disent toujours, c'est bien beau de nous dire quelque chose, mais comment on fait? Alors, on a essayé d'établir un critère clinique, comme pour l'ostéoporose. Si vous êtes un peu familier avec l'os, vous avez des conséquences d'abord dites normales, une ostéoseuse normale, donc, et après, vous pouvez être ostéopénique, donc à risque d'ostéoporose, ou ostéoporotique, avoir un problème d'ostéoporose. Comment ça se fait? En fait, on prend une population jeune de référence et on regarde les déviations standards. Donc, au-dessus d'une déviation standard, on considère que les personnes ne sont pas à risque. Lorsqu'ils sont entre une et deux déviations standards, ils vont être faiblement à risque. Et quand ils ont deux déviations standards et moins par rapport à la population, alors ils sont très à risque et ils deviennent donc dynapéniques, qui est le mot pour dire qu'ils ont une perte de force musculaire avec l'âge anormale. Donc, normal, ça serait comme pour l'os. Le faible, ça serait prédynapénique ou ostéopénique, pour faire la différence avec l'os. Puis très faible, donc dynapénique, avec la différence pour l'ostéoporose. On a donc trouvé des critères cliniques déterminés sur la même manière. Et là, on a voulu confirmer, est-ce que quand on divise les gens en fonction de ces critères-là cliniques, est-ce qu'on retrouve nos différences fonctionnelles? Alors ici, vous avez notre groupe non dynapénique de type 1, c'est-à-dire entre 1 et 2 déviations standards, puis dynapénique de type 2, inférieur à 2 déviations standards. Et l'on s'aperçoit en fait que plus la personne est dynapénique et plus les capacités fonctionnelles sont significativement différentes et plus faibles que les dynapéniques de type 1 et encore que les non dynapéniques. Donc, cela semble être un nouvel outil clinique ou un nouveau critère clinique qui peut être utilisé pour identifier nos personnes à risque. Force de préhension, un dynamomètre, $300, le poids corporel, et on arrive à avoir ces critères-là. Mais maintenant qu'on a vu très rapidement le contexte, puis les critères qu'il fallait utiliser, quelles sont nos solutions pour diminuer ce temps de vie avec des incapacités? Alors, malheureusement ou heureusement, dépendamment de votre profession, il n'y a pas de médicament qui existe pour prévenir la fonction musculaire. Le seul médicament, plus ou moins, qui existe et qui est bien connu et qui est naturel, c'est l'activité physique. Et donc, ça va être le propos de ma présentation. Dans une première étude que l'on a menée au sein de notre laboratoire, on a voulu voir est-ce qu'il y a un lien entre être actif et avoir une vitesse de marche normale. Puisque, comme je viens de vous l'expliquer, la vitesse de marche, c'est notre premier prédicteur de risque de chute et notre premier prédicteur de dépendance. Donc, on a mis plusieurs prédicteurs, ici je vous en montre quelques-uns, qui sont les plus connus pour être liés soit à la vitesse de marche, soit à l'activité physique. Et le seul qui ressort, qui va médier la relation, donc être actif et avoir une bonne vitesse de marche, c'est de maintenir sa force musculaire relative. Donc, le fait d'être actif et d'avoir une bonne vitesse de marche va être conservé seulement si la force relative des gens est aussi conservée. Donc, il est vraiment important, quand on fait une intervention en activité physique, d'aller travailler
la force relative des personnes âgées. On revient sur cette force relative et ce que l'on s'aperçoit et ce qui est encore plus intéressant, c'est que plus on a été actif dans le temps, ici en vert, 480 mois, donc quasiment 40 ans, donc quasiment toute sa vie, les personnes ont la meilleure force musculaire sur l'axe des Y, indépendamment de leur âge, comme le montre l'axe des X. Par contre, les gens qui n'étaient pas actifs ou depuis très peu de temps avaient une force musculaire relative, indépendamment de l'âge, significativement plus faible. Donc, être physiquement actif dans le temps permet de maintenir cette force musculaire relative. Malheureusement, quelle est l'activité physique que l'on doit faire pour maintenir cette force musculaire relative sur l'axe des Y, pardon. On a donc voulu comparer dans une étude que l'on a menée avec les YMCA du Québec et de Montréal, en fait, 2 études qui menaient sur l'exercice en résistance puis les exercices de type aérobie. Alors, ce que l'on s'aperçoit, c'est que l'activité en résistance, indépendamment de votre âge, donc en rouge, 50 ans, en jaune, orange, 60 ans, bleu, 70 et vert, 80. Indépendamment, faire de l'exercice en résistance va vous permettre d'avoir une meilleure qualité ou force musculaire relative. Au niveau de l'exercice aérobie, ce que l'on s'aperçoit, la littérature est un petit peu différente. Avant 60 ans, donc le rouge et le orange, il n'y a pas de protection sur la qualité musculaire. On voit seulement qu'il y a une relation positive pour les gens qui sont âgés de plus de 65 ans, donc 70 et 80 ans. Donc, plus ces gens-là font des exercices de type aérobie, plus ils préserveront leur qualité musculaire. Donc, après 65 ans, ce qu'on en a conclu, c'est que les 2 types d'activités physiques, aérobie ou en musculation, permettent de préserver la fameuse force musculaire relative. Pourtant, même si on vient de vous montrer que l'activité physique était fortement liée avec le maintien des capacités fonctionnelles, plus de 70% des femmes et 60% des hommes âgés de 60 ans et plus sont considérés inactifs. Or, l'inactivité physique, elle, est négativement corrélée avec la capacité fonctionnelle. Parmi une des raisons qui est le plus mentionnée pour expliquer l'inactivité, c'est le manque de temps. Alors, comme on venait de montrer que l'exercice aérobie était le plus efficace après 65 ans et qu'il y avait un manque de temps, on a voulu essayer les exercices aérobie de type High Interval Intensity Training, donc les entraînements par intervalle de haute intensité. Et on a comparé ça avec des gens qui ont fait l'exercice en continu, c'est-à-dire sur tapis pendant 1 heure de façon classique. Une des chances que vous avez ici, donc 2 exercices aérobie, mais c'est le temps de séance. 1 heure contre 30 minutes. Ce que l'on remarque, c'est que le taux d'adhérence était le même entre les 2 groupes. Donc, faire de l'entraînement de haute intensité chez les personnes âgées n'amène pas plus d'abandon que chez des gens qui font de l'entraînement par continu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce que l'on a aussi remarqué et qui est très important quand on s'intéresse à la chute et à ses prédicteurs, donc ici, vous avez le test du time up and go, c'est se lever d'une chaise, marcher 3 mètres, revenir et s'asseoir, où vous avez cette fameuse vitesse de marche mesurée par 4 mètres. En bleu, vous avez le groupe qui a suivi l'entraînement par intervalle et en rouge, le groupe qui a suivi l'entraînement en continu. Ce que l'on s'aperçoit pour les 2 variables ici, c'est que les 2 groupes s'améliorent dans le temps. Donc, ils diminuent le temps nécessaire pour le time up and go pour réaliser ce test. Et au niveau de la vitesse de marche, ils améliorent significativement leur vitesse de marche. Par contre, le groupe HIIT, donc par haute intensité, s'améliore significativement plus, comme le montre le petit dièse ici et ici, que le groupe en continu. Donc, faire une intervention en HIIT est plus efficace qu'un entraînement en continu pour améliorer les paramètres de marche chez les personnes âgées, et ce, tout en prenant moins de temps. Donc, ça peut être une solution pour contrer la barrière du temps. Pourquoi il est intéressant de trouver ces solutions-là? C'est que l'inactivité, quelle que soit la raison, engendre ce que l'on appelle
le déconditionnement et un cercle vicieux du déconditionnement. Plus vous êtes inactif, plus vous allez perdre de force, plus vous allez perdre de masse, plus vous allez perdre de capacité, plus vous allez avoir de chute, plus vous allez retourner à l'hôpital. Plus vous allez retourner à l'hôpital ou dans des soins et plus vous allez être inactif et le cercle continue ainsi. Donc, il est vraiment très important de contrer ce cercle vicieux-là. C'est d'ailleurs ce à quoi on s'intéresse actuellement dans le laboratoire depuis maintenant quasiment le début de la pandémie. Donc, c'est pour ça que j'espère vous montrer quelques résultats malgré tout sur comment implanter de l'activité physique à travers la trajectoire de soins. Donc, ici, c'est via des kinésiologues chez les gens qui vivent encore chez eux, l'étude Webex que l'on a menée pendant la COVID et que je vous présenterai. En clinique externe de gériatrie, donc comment faire prescrire par tous les gériatres un programme d'activité physique pour éviter que les gens qui sont fragiles ou pré-fragiles quand ils viennent chez eux ne fassent pas d'activité physique et redeviennent encore plus déconditionnés et donc utilisent encore plus le système de soins. Ces deux programmes-là, je ne vous les présenterai pas, mais sachez qu'on les met en place, Extra pour les shooters et PACE pour les personnes âgées suivies tant pour la cognition que pour d'autres problèmes gériatriques. On a fait la même chose avec les urgentistes pour voir comment on pouvait implanter de l'exercice une fois la visite aux urgences chez des gens pré-fragiles. On a aussi fait le même outil, et je vous le présenterai aujourd'hui, à l'hôpital, pendant et après, donc comment prescrire et implanter. Et finalement, c'est notre dernier petit bébé que l'on est en train de mettre en place, comment implanter de l'activité physique en CHSLD pour diminuer la dépendance, mais aussi améliorer la qualité de vie. Alors, la première étude dont je vous ai parlé, c'est Webex, et elle est venue en fait à cause de la COVID-19 qui a encore plus exacerbé le déconditionnement et surtout l'inactivité physique des gens. Dès les premiers mois, ce que l'on s'est aperçu, c'est que les gens avaient diminué en moyenne d'au moins 3500 pas par jour leur niveau d'activité physique, ce qui a amené qu'en plus de cet isolement pour protéger, il y avait un effet néfaste qui était le déconditionnement physique lié à l'inactivité et à la sédentarité. Alors, qu'est-ce que l'on a cherché à voir? Il faut se remettre qu'on était déjà en 2020 en mars et pas aujourd'hui où maintenant la technologie est encore plus importante. Mais selon les instituts de santé, 40% des aînés utilisaient un ordinateur pour accéder à Internet et 68% d'entre eux, ou 51%, avaient soit une tablette, soit un ordinateur portable ou de table. Basé sur ces chiffres-là, dès le mois de mars 2020, on a décidé de créer l'étude Webex. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des cours en ligne et en live via la plateforme Zoom, comme on utilise aujourd'hui, mais on a aussi créé un site Internet pour les différents programmes que je viens de vous parler, qui permettait aux gens de faire un entraînement individuel, mais enregistré, et qui était identique. Alors, c'est bien beau de vouloir faire des entraînements en ligne, mais la première question que l'on veut savoir, l'idée, c'est est-ce qu'on arrive à garder nos gens actifs et est-ce que c'est des modalités qui sont intéressantes? On a recruté donc 83 personnes, on va passer rapidement sur les chiffres, mais ce qu'il faut noter, c'est que le groupe interactif, donc celui qui 3 fois par semaine avait un cours Zoom avec un kinésiologue, a gardé un taux d'abandon très faible, 16%, contre 46% pour ceux qui ont eu le groupe vidéo. Donc, si on veut avoir un message public et si on veut contrer le niveau d'inactivité des gens, la totalité de la modalité vidéo, c'est peut-être pas la meilleure solution puisqu'on a un aîné sur deux ou presque un aîné sur deux qui a abandonné. Néanmoins, cela n'est pas dû à l'habileté technologique, à l'expérience web ou au type de technologie utilisée, puisque nos deux groupes avaient la même. Pour 83% d'entre eux, ils se considéraient habiles avec la technologie, 80% d'entre eux rapportaient avoir une expérience avec le web puis les plateformes depuis au moins un an, et on avait 60% d'entre eux, que ce soit pour le groupe vidéo ou pour le groupe interactif, qui utilisaient une tablette et qui avaient déjà une tablette. Alors, au niveau de l'adhérence, maintenant, donc, une fois qu'ils ont complété l'étude, quel a été le nombre de sessions suivies entre les deux groupes? Ce que l'on s'aperçoit, ce que l'on vise en général en kinésiologie, c'est d'avoir au moins 75% des séances complétées lors d'un programme de 12 semaines comme ici, à raison de 3 fois par semaine.
Pour le groupe interactif, ils ont complété 89% des séances. Et pour le groupe vidéo, 81% des séances. Donc, on voit qu'une fois que les gens adhèrent à la modalité et qu'ils ne veulent pas abandonner pour diverses raisons, l'adhérence est bonne. Donc, c'est quand même une solution indirectement les vidéos. Surtout que le niveau de plaisir puis le niveau de satisfaction était identique pour les gens qui ont complété, que ce soit en interactif ou en vidéo. De plus, au niveau des effets physiques, ce que l'on s'aperçoit ici, c'est pour le test de 5 répétitions chaise. Donc, la personne, on lui demande de se lever et de s'asseoir pendant 5 fois le plus rapidement possible. Et au niveau de la puissance musculaire, estimée par l'équation de Takai, ce que l'on s'aperçoit, c'est que les deux groupes ont amélioré significativement ces deux paramètres. Par contre, le groupe interactif s'est amélioré significativement plus que le groupe vidéo. Donc, les deux modalités sont intéressantes, les deux modalités améliorent la santé, mais être en interactif avec un kinésiologue semble être la façon la plus efficace. On a eu les mêmes résultats sur d'autres paramètres d'endurance musculaire ou encore de capacité fonctionnelle avec le score total de SPPB. Donc, maintenant que l'on vient de parler de la communauté, que se passe-t-il pour les gens qui vont aux urgences? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tiers des 65 ans et plus qui vont aller visiter les urgences dans une année pour des raisons de blessures mineures et qui seront retournés chez eux sans hospitalisation suite à ça. Malheureusement, juste le passage aux urgences va amener que 90% d'entre eux vont devenir inactifs et sédentaires et ces personnes vont avoir 3 fois plus de risques pour ceux en santé et 10 fois plus de risques pour ceux qui étaient déjà fragiles d'avoir une perte de force, des chutes ou encore d'incapacité physique. Donc, il est important de trouver des solutions puisque c'est souvent la première porte dans la trajectoire de soins, les urgences. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire au niveau des solutions? L'inactivité post-urgence ou en résidence pour aînés, qui est notre deuxième solution, c'est la peur de se blesser encore plus et donc de retourner. C'est les limitations de santé où on ne leur a pas dit s'ils pouvaient en faire ou pas en faire. Le manque de transport, donc se déplacer, des fois, c'est très difficile, surtout quand on est fragilisé. Et beaucoup déclarent ne pas avoir de service ou horaire adapté ou un manque de connaissances. Finalement, la plus grande remarque est faite qu'il y a un manque de prescription. Il n'y a aucun médecin qui leur dit, pour votre santé, il va être important que vous continuiez ou que vous fassiez de l'activité physique et ne pas oublier quel type d'activité physique ils doivent faire, puisque les 3/4 ne disent ne pas comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme activité physique. Alors, en regardant toutes ces barrières de transport, on a utilisé une technologie qui s'appelle Gentronics, qui est une technologie montréalaise. Et qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'adapter les exercices aux aînés. Ce n'est pas juste des exercices, c'est aussi des jeux. Donc, il y a un côté amusant qui peut donner. L'avantage aussi de cette technologie que l'on avait utilisée, c'est qu'elle donne des rétroactions en temps réel, tant aux patients ou aux participants qu'aux professionnels de la santé. Donc, par exemple, elle lui explique comment faire et si la personne ne le fait pas bien, elle va lui dire augmentez votre vitesse, diminuez votre vitesse, augmentez l'angle de vos bras, baissez vos jambes un peu plus. Et elle lui donne surtout une rétroaction de vous avez fait 80% de votre exercice et 45% des exercices étaient de bonne qualité. Ce qui fait que la présence du professionnel est non requis à chaque séance, mais comme on a des rétroactions à distance, le suivi est possible. Alors, l'idée, ce n'est pas de remplacer des kinésiologues par des technologies, mais c'est de permettre aux kinésiologues d'aller rejoindre le maximum de personnes avec des technologies les plus adaptées pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a implanté cette technologie pendant 12 semaines à raison de 2 séances par semaine. Et sur ces 24 séances, on en a donné 6 supervisées. Les 2 premières étaient supervisées et après, aux 3 semaines, on revenait pour voir comment ça se passait. Il y avait 1 heure de session et les exercices étaient adaptés au profil de santé puisqu'il y avait 4 niveaux relatifs à ces exercices. Voici le programme. On avait un peu d'aérobie, un peu de résistance et un peu d'équilibre.
qui nous permettait de mesurer. Ce que l'on note, c'est que les gens ont complété 89% des sessions, que la qualité des mouvements était au-dessus de 80% et que le pourcentage de réalisés seuls, c'est-à-dire qui n'ont pas eu besoin d'aide d'un proche ou du kinésiologue, était quand même de 67%. Cette étude elle a été réalisée en 2017 où la technologie commençait à peine à être entrée chez les personnes âgées. Donc, on voit que ces chiffres-là étaient quand même prometteurs. Au niveau maintenant de l'acceptabilité du plaisir, ce que l'on s'aperçoit, c'est que les gens post-urgence ou les gens qui sont retournés mais en résidence pour aînés ont eu beaucoup de plaisir puisque 94% et 92% ont relaté avoir beaucoup ou assez de plaisir à faire cette intervention-là. Et ça, c'est important parce que n'oublions pas qu'à long terme, maintenir des habitudes de vie passe d'abord par un niveau de plaisir et d'acceptabilité ou de satisfaction face à la mesure. Maintenant, au niveau de la difficulté perçue, je vous expliquais en fait qu'on augmentait la difficulté au fur et à mesure du temps grâce aux rétroactions et qu'elle a été adaptée aux personnes. Mais malgré ça, 90% des gens, que ce soit pour ceux en urgence ou pour ceux qui vivent en résidence, ont trouvé que la difficulté à faire les exercices était facile ou légèrement modérée en termes de difficulté. Maintenant, au niveau de l'efficacité, donc on voit que c'est implantable, on voit que c'est faisable, on voit que c'est acceptable. Maintenant, est-ce efficace? Mais ce que l'on s'aperçoit en fait, que ça soit pour le groupe aux urgences ou pour le groupe, excusez-moi, ou pour le groupe en résidence pour aînés, c'est que la vitesse de marche s'améliore seulement chez ceux ayant suivi le programme d'activité physique via la technologie. Hein, ici, on le voit, 0, T12, puis on a refait un suivi à T36. Et donc, on voit que la vitesse de marche s'améliore significativement. Ils sont passés de ce fameux 0,8 à 1 mètre par seconde. Et ce que l'on s'aperçoit, et ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que 24 semaines plus tard, alors qu'ils ont arrêté l'intervention, la vitesse de marche continue à être supérieure au niveau initial. Donc, en faire un tout petit peu peut être intéressant pour améliorer à moyen long terme aussi l'activité physique. Donc, qu'est-ce que ça nous laissait dire? Ça nous laissait dire que peut-être amener la petite pilule exercice au moins une fois par année pourrait être quelque chose d'efficace pour prévenir ces déclins liés à l'âge. Une autre conséquence qui touche beaucoup les personnes âgées, c'est l'hospitalisation. Pourquoi on s'est intéressé à l'hospitalisation? Parce que les chiffres nous montraient que entre avant l'entrée de l'hospitalisation et pendant l'hospitalisation, les gens allaient passer 6 heures de plus pendant l'hospitalisation en position couchée et que les positions debout et assises allaient diminuer, elles, de 6 heures. Donc, le temps immobile ou alité va augmenter de 12 heures par jour chez ces personnes-là. Les conséquences sont directes. Même pour un séjour de moins de 4 jours, il est noté que 6% de la masse musculaire et 16% de la force musculaire vont être diminués suite à un séjour hospitalier. Malheureusement, ces déclins de masse et de force ne sont pas sans conséquence puisque dans les 3 mois, 66% des gens hospitalisés vont rechuter, 50% vont avoir des incapacités physiques et 33% vont être réhospitalisés. Donc, on voit bien ce fameux cercle vicieux. Lorsque l'on regarde l'activité physique dans le parcours hospitalier pour maintenir les performances physiques, ce qui a été mis en place sont souvent supervisés. Ce qui est un problème, surtout quand il y a un manque de personnel. Ils sont très individualisés dans le sens qu'ils sont même, si M. Dion allait à Chicoutimi ou M. Dion allait à Montréal, dans ces études-là, mais il n'aurait pas le même programme, M. Dion. C'est très indépendant de la personne avec qui il va interagir. Le dernier problème de ces études-là, qui était fort intéressante, c'est qu'elles demandaient beaucoup d'équipements. Alors, la COVID nous a montré que le fait de devoir utiliser des équipements n'était peut-être pas la solution, puisqu'il y avait des problèmes, par exemple, de devoir ne pas aller dans des chambres communes. Et finalement, ce n'était pas intégré au parcours de soins, ce qui fait que
elles n'étaient pas réutilisées après dans la vraie vie comme un soin hygiène. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres au Québec, prescrire de l'activité physique et pas juste donner une feuille, même juste donner une feuille, pardon, qui dit faites de l'activité physique, c'est pas automatique et c'est juste 25%. Le 25%, qu'est-ce que ça compte? Ça compte y compris donner une feuille qui explique aux gens qu'il est important de faire de l'activité physique sans autre soutien. Alors, on a voulu voir les barrières à cette inactivité. Chez les personnes âgées, ça revient au même que pendant les urgences, la peur de se blesser, la limitation de santé, le problème de service et le manque de prescription. Pour le personnel de santé, c'est le manque de savoir ou le manque de formation, le manque de ressources humaines, mais surtout de professionnels spécialisés en activité physique comme les kinésiologues. Et il y a un certain agisme. Ils sont fatigués, il n'y a pas besoin de leur faire de l'activité physique, ça va encore plus les fatiguer. Et finalement, le manque de temps qui est souvent relié au manque de personnel. Pour l'institution, c'est une idée, il y a l'idéologie d'abord du soin qui est la curation et le fait que ça va coûter cher. Même si, à moyen long terme, ce que l'on s'aperçoit, c'est que si on prévient ce déconditionnement, on va moins faire utiliser les systèmes de santé et donc ça va coûter moins cher. Bien sûr, le fait qu'ajouter de la ressource a un coût, le manque d'espace et de matériel et des questions de propreté, excusez-moi, et de sécurité. Qui va entretenir si on a un espace dédié, la salle, et comment on est sûr que si les personnes y vont, c'est sécuritaire et qu'il n'y aura pas de problème de santé. Alors, on a voulu, et je vous montre deux solutions. On va d'abord parler de l'implantation de l'exercice pendant l'hospitalisation et on parlera de l'implantation à la sortie. L'objectif, c'est de quoi? De contrer ce déconditionnement. Donc, première étude que l'on a menée juste avant la COVID, c'est l'étude pendant l'hospitalisation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a co-créé en partenariat avec des physiothérapeutes, des kinésiologues, des médecins, des infirmières, un outil qui se base sur un arbre décisionnel de 3 tests. Ces 3 tests permettent quoi? Que si M. John se fait suivre à Chicoutimi ou à Québec, il aura le même programme. Donc, on évite le biais personnel. Ce qu'on permet aussi, c'est que le programme soit adapté et sécuritaire chez tout le monde. Donc, voici les 5 programmes. Et par-dessus, il y a un temps de marche qui est relatif en fonction de la vitesse de marche des personnes. L'avantage de cet outil-là, c'est qu'on demande beaucoup à ce que ça soit la personne qui le fasse par elle-même. Donc, c'est ça l'idée de la prescription d'exercice. Le médecin arrive vraiment et lui dit « Voici votre prescription que vous devez faire pendant votre séjour hospitalier. » L'autre chose que l'on a ajouté, puis qu'on a impliqué le médecin parce que l'effet de la blouse blanche est importante, c'est de faire des suivis à moyen et court terme. Donc, comment est-ce que la personne fait? Et si la personne ne fait pas, le médecin a des phrases pour l'aider à encourager la personne. Donc, quelle a été la faisabilité ou l'implémentabilité de match? C'est faisable. En 2 jours, il a été capable, en moins de 2 jours, en moyenne, ils ont prescrit. 50% des gens étaient éligibles. Et le délai d'implantation entre l'admission et l'enseignement au programme, c'était 3 jours. Ce que l'on s'est aperçu, c'est que 83% des séances ont été réalisées par les personnes et 90% du temps, le médecin a fait un suivi auprès du patient. Donc, on voit que dans la réalité, sans support d'une équipe de recherche, c'est faisable d'implanter un exercice simple. Ce que l'on a vu aussi, c'est qu'il était très acceptable, tant pour les équipes de soins que pour le patient, d'un point de vue de l'adéquation par rapport à leur idée du programme d'activité physique, leur satisfaction par rapport aux procédures et au niveau des patients, leur satisfaction face aux exercices et le plaisir qu'ils ont conçu de l'exercice. D'ailleurs, en dehors, ce que l'on s'est aperçu, indépendamment, on n'a pas compris pourquoi, mais tant mieux, c'est que le nombre de soins en réadaptation a été finalement moins grand chez le groupe match que chez le groupe contrôle, alors qu'ils étaient similaires à l'admission, tant en âge qu'en problème de santé. Donc, on voit bien que ça peut même avoir un effet à moyen long terme pour permettre aux gens, par exemple, de la physiothérapie, quand le kinésiologue s'occupe de cette tâche-là, de mettre plus en place d'autres soins spécifiques. Bien sûr, ils ont eu aussi des impacts pour la santé, puisque tant la capacité fonctionnelle que l'équilibre ou la vitesse de marche s'est améliorée significativement dans le groupe
qui avait un historique de chute et qui a eu le programme match, comparativement au groupe contrôle, qui étaient aussi des gens qui avaient un historique de chute. Donc, on voit que l'implantation, même avec un soin de réadaptation, donc rajouter de l'activité physique, c'est important, puisque nos gens qui avaient un historique de chute et qui ont eu match se sont nettement plus améliorés que ceux qui étaient dans le groupe contrôle, donc les soins usuels, réadaptation, etc. Très rapidement, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'on a été capable de l'implanter pendant la COVID, dans une unité COVID, dans une unité rouge où tout le monde l'était. Ils ont été capables de l'implanter. 25% des patients ont réussi à avoir le programme, même si on n'était pas derrière. 53% ont fait au moins 2 séances par jour et le niveau de satisfaction est important. Et ce que l'on s'est aperçu, c'est que c'est la capacité à faire les activités de la vie de tous les jours qui s'est améliorée entre le début et la fin du parcours. Je note ici l'âge moyen des personnes, 88 ans, ce qui vous montre qu'il n'y a pas de limite d'âge pour être actif. Très rapidement, et ça va être ma dernière étude dont je vous parle aujourd'hui, c'est la mise en place de l'activité physique, peut-être à la sortie. Pourquoi on a voulu tester ça? Tout simplement parce qu'on s'est dit peut-être que pendant l'hospitalisation, ce n'est pas possible, mais on peut peut-être au moins le faire, une prescription pour la sortie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu 100 personnes hospitalisées, 56 d'entre eux étaient éligibles et 33% ont accepté le soin en activité physique. Alors, 56% des patients et 20%, c'est 51% qui complètent contre 20% dans l'hôpital où on allait usuellement, qui repartaient avec une feuille leur disant qu'il est important de faire de l'exercice. Entre ceux qui ont participé et ceux qui ont décliné, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucune différence physique, de genre, de sexe, d'éducation ou même de cause ou de durée d'hospitalisation. Et ça, c'est important parce que c'est pour savoir le jour où ça deviendrait obligatoire pour tous, donc un soin réel, mais est-ce que c'est faisable ou pas? Et la réponse est oui, dans tous ceux qui sont éligibles, ceux qui participent ou pas, c'est les mêmes. Donc, tout comme pour Match, on a choisi un algorithme selon des focus group, testé des choses qui sont liées à des tests validés et reconnus en gériatrie. Et tout ça, donc, c'est pour nous permettre que notre fameux monsieur Dion, qu'il soit au Saguenay ou qu'il soit à Montréal ou à Sherbrooke, ait la même prescription et donc le même soin de qualité. Donc, ça nous donne un score. Et ce score-là, en fait, quand vous l'avez post-hospitalisation, ça donne l'équivalent à 27 programmes d'activité physique divisés en 3 catégories selon l'état cognitif. Le programme le plus prescrit, ce fut le A11. Donc, si on revient en arrière, A, peu de problèmes cognitifs, un équilibre, mais pas complètement adéquat, et finalement, être capable de se lever, mais avec appui des bras de façon générale. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une population. Voici le programme qui était mis en place, enseigné par le physiothérapeute ou le kinésiologue en place à l'hôpital pour que la personne le refasse chez lui. Alors, au niveau des professionnels, 50% ont trouvé ça pertinent, 38% ont trouvé ça très pertinent et 71% ont déclaré que ça ajoutait peu ou pas de travail ou que ça s'intégrait aussi facilement à leur pratique de tous les jours. Au niveau de la prescription, donc 59% des gens ont reçu une prescription contre 30% habituellement dans cette unité. Et on a vu que 70% des participants qui sont ici ont fait plus que les recommandations d'activité physique, même si le programme était fait à la maison et sans supervision, à part des téléphones à toutes les 3 semaines. Les patients donc, ont rapporté avoir beaucoup aimé le programme et être très satisfaits du programme pour 82% d'entre eux. Au niveau des effets, on a eu une amélioration significative sur la vitesse de marche et une amélioration significative sur l'endurance musculaire, puisque le test assis debout, le nombre de fois s'est amélioré ou a tendu à s'améliorer significativement. Mais cliniquement, c'est significatif. Le plus important, c'est que les chutes n'ont pas augmenté, même si le programme était non supervisé. Prévalence de chuteurs dans la communauté, rappelez-vous, au-delà de 80 ans, 50%.
avant le programme, on avait 60% des gens, nous, qui déclaraient avoir une chute. Et après le programme, donc dans les 12 semaines, quand on leur demande dans les 3 derniers mois, avez-vous chuté, 65% des gens déclarent ne pas avoir chuté. Et parmi les chutes, aucune n'a été faite pendant le programme. Donc, on voit que les chutes, le programme semble être sécuritaire, même s'il n'est pas supervisé. Donc, les conclusions et les perspectives de ces deux outils-là à l'hôpital, c'est que c'est des exercices simples et sécuritaires, ça diminue le temps de coucher, c'est facile à implanter, ça augmente les capacités physiques. L'équipe de soins, elle est quand même impliquée, mais pas tant que ça. Et ce que l'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a une meilleure acceptabilité quand le médecin est impliqué dans la prescription. Les limites, et c'est ce qu'on est en train de voir, on essaye en tout cas depuis mars 2020, parce que la COVID nous a touchés encore plus en gériatrie, on a un petit N et on avait un seul site. Donc maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on veut voir, est-ce que quand on combine les deux, c'est mieux que d'avoir l'un ou l'autre? Et on est dans une étude randomisée où on vise, on espère, 750 personnes. Alors, j'ai bien été heureuse de vous présenter cette conférence aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions, mais surtout, si je vous présente ces résultats aujourd'hui, c'est grâce à une équipe qui sont ici et des agences de subvention qui supportent notre travail. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mylène. C'était une présentation excellente. J'ai beaucoup appris moi-même. C'était merveilleux. Maintenant, nous allons passer à la période de questions. Si vous avez des questions, prenez le temps de les mettre dans la boîte qui est indiquée avec questions et réponses. C'est juste au bas de votre écran. Mais avant de passer aux questions, j'aimerais, pour ceux d'entre vous, quand le webinaire sera terminé, on aimerait vraiment avoir votre opinion sur ce webinaire en question pour s'assurer d'avoir d'autres webinaires de grande qualité, tout comme celui-ci. Alors, vous serez redirigé vers Zoom. On vous invitera à répondre à un court sondage. Vous avez juste à cliquer sur le bouton bleu à cet effet. Alors, entre-temps, nous voulons passer à la période de questions. La première question que nous avons pour vous, Mylène, c'est quels étaient les paramètres pour l'entraînement HIIT de 30 minutes? Alors, l'entraînement HIIT a été fait sur elliptique pour éviter les impacts au niveau des articulations. Et on a utilisé beaucoup l'échelle de perception d'effort de Borg. Pourquoi? Parce que la fréquence cardiaque, malheureusement, on peut l'utiliser. C'est ce qu'on essayait de faire pour les 3/4 des gens, mais il faut savoir, hein, les personnes âgées prennent des médicaments contre les problèmes cardiaques et ça influence la fréquence cardiaque même à l'effort. Donc, on avait 1 minute 30, 1 minute, excusez-moi, d'effort modéré pour 30 secondes d'effort très intense. Et c'était ça notre cycle pendant 30 minutes avec 5 minutes d'échauffement, puis 5 minutes de remise à température, à niveau en tout cas, ou ce qu'on appelle un cool down en bon québécois ou en bon français. Merci. La prochaine question. Quelle est la formule effort versus repos pour le HIIT que vous avez utilisé chez les aînés? Est-ce que c'est 30 secondes effort suivi de 30 secondes de repos? Avez-vous une progression suggérée pour le HIIT? Alors, on a fait, donc, arrivé à la première semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait des cycles de 1 minute 30, mais l'effort était seulement de 10 secondes pour 1 minute 20. Puis, la deuxième, au bout de 2 séances, on a augmenté à 15 secondes pour 1 minute 15. Et vous m'avez vu venir 2 semaines, ce qui a fait qu'au bout de 6 semaines, 6 semaines, on est arrivé à 1 minute pour 30 secondes d'effort. Au niveau de l'intensité, donc, c'était vraiment relatif à leur Borg. Donc, plus il diminuait, plus on augmentait le wattage des gens en fonction de la machine pour qu'ils utilisent l'effort le maximum là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la période non d'effort, ce qu'on appelle modéré, elle était active chez nous. Ils ne s'arrêtaient pas, ils continuaient à faire de l'elliptique, mais de façon très modérée. Merci. La prochaine question. Comment comptez-vous assurer la pérennité du programme? Lesquels programmes? Ceux à l'hôpital? Allons-y pour celui-là. Oui, les deux, tant qu'à y être. Alors, la bonne nouvelle la très bonne nouvelle, on est en fait, c'est des projets qui sont financés et par les IRSC, mais aussi par le ministère de la Santé.
Et on est en pourparlers avec le ministère de la Santé pour qu'il soit maintenant intégré comme un soin. On parle beaucoup aussi, la pandémie nous a eu un effet très bon qui est celle d'implanter un peu plus de kinésiologues dans les hôpitaux. Et on parle d'ailleurs avec le ministère pour ça. Et l'idée, c'est que ces programmes-là vont être devenus vont être recommandés comme des soins à implanter sous peu. Donc, ils attendent vraiment notre dernière grande étude, mais juste les résultats préliminaires des données pilotes, en fait, leur ont déjà suggéré que c'était bon. Donc, on est vraiment en pourparlers pour que ça soit diffusé à travers tout le ministère de la Santé du Québec. Au niveau des autres pays francophones, ben, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais on a créé, nous, pendant la pandémie, donc un site Internet, et vous voyez, en fait, on a accès à nos outils-là. Donc, d'ici là, pour les gens qui sont intéressés, on a un autre site qui est spécifique, qui a été créé par notre laboratoire, mais qui permet de pérenniser ces outils-là. Merci. La prochaine question, pour ce qui est des interventions faites dans la communauté versus hospitalisation, on a discuté de beaucoup d'aspects concernant la faisabilité. Y a-t-il des facteurs qui affectent l'équité des interventions, entre autres équité d'accès? Ben, oui, la première, c'est ici, quand je vous ai parlé de la communauté, c'est essentiellement des gens c'est dans un contexte de recherche dans un premier temps. Donc, c'est sûr que c'est des gens qui ont entendu parler de la recherche et qui ont aussi souvent, malheureusement, une certaine éducation et un intérêt à vouloir participer à la recherche. Donc, ça, c'est le premier biais au niveau de la communauté. Par contre, au niveau de la communauté, je pense qu'il est important de former de plus en plus de kinésiologues à la spécificité de la gérontologie. C'est pas parce qu'on a, puis je suis enseignante moi-même en kinésiologie, hein, donc c'est pas parce qu'on a un bac en kinésiologie qu'on est des spécialistes en vieillissement. Ça prend des microprogrammes, ça prend des formations ou ça prend des stages dans des gens spécialisés. Moi, j'ai beaucoup de gens qui passent dans mon laboratoire et qui après sont embauchés là-dessus. Donc, je pense que dans la communauté, ça passe par la mise à gratuité des programmes, une meilleure diffusion. Je travaille beaucoup avec Active Aging Canada, pour le côté francophone, mais aussi côté anglophone, de comment on doit mieux informer les gens des programmes qu'ils ont disponibles, puis qu'est-ce qu'on peut leur faire. Et surtout, voir comment on peut rendre gratuit ou presque gratuit ces programmes-là, parce que l'argent est souvent une limite. Et donc ça, je travaille beaucoup avec l'Agence de santé publique du Canada pour voir comment on peut faire pour que ça devienne gratuit. Par exemple, je vous donne un exemple très, très rapidement. Quand vous avez des enfants, vous avez le droit à 500 $ par année de déductible s'ils font des activités physiques. Mais on travaille en ce moment à se dire pourquoi ce n'est pas pour toute la population. La prévention puis l'activité physique, ça devrait passer par tout le monde. Donc, on ne peut peut-être pas le rendre gratuit, en tout cas pas au Canada, mais si déjà on peut rendre avec des effets de manche par rapport à des déductions d'impôts, mais ça sera déjà une première. Parce qu'en effet, il faut réduire l'inéquité entre ceux qui ont les moyens d'avoir des kinésiologues ou d'aller dans des structures spécialisées ou d'aller dans des groupes communautaires payants et ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas la technologie pour y accéder. Merci. La prochaine question, semble, c'est une personne qui vous connaît bien, car la question est: qu'en est-il de votre nouvelle étude en CHSLD? Oui, alors, en fait, je vais vous la montrer très rapidement. Je ne sais pas laquelle c'est. Donc, ça, c'est l'étude à l'hôpital, à la clinique externe. Donc, en fait, suite à l'implantation de match et de PAT, donc père et post-hospitalisation, on a été contacté pour le faire en CHSLD. Et donc, on a créé à peu près le même programme, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir, et on est en train de l'implanter, donc je ne pourrais pas donner tout de suite les réponses, mais est-ce que c'est faisable d'implanter de l'activité physique comme un soin usuel, même en CHSLD, pour améliorer la qualité de vie puis diminuer le déconditionnement? Donc, les institutions, elles sont très intéressées par le taux d'occupation, hein, le fait que les gens vivent le plus longtemps possible dans un CHSLD et qu'elles aient une meilleure qualité de vie. Donc, on a essayé de mesurer ça. Et ce qu'on a créé, c'est des arbres décisionnels spécifiques aux caractéristiques des populations qui vivent en CHSLD selon les normes des CHSLD. Et on en a créé deux, un arbre décisionnel objectif avec des mesures et des questions. Donc, on va tester est-ce que les deux sont équivalents ou pas.
Et ces scores-là vous donnent 7 niveaux. Niveau 1, le blanc, c'est le plus facile, ou ceux pour qui les limites sont très, très importantes, quasiment couchées. Au niveau 7, pour les gens les plus en forme, qui pourraient n'avoir, par exemple, que des déclins cognitifs. Puis ce programme-là, en fait, voici un exemple. Ils ont 2 exercices plus une marche. Et ce qu'on essaye de voir maintenant avec les CHSLD, puisqu'on est dans un devis très pragmatique, on vise à répondre aux besoins du milieu, c'est de dire, est-ce que c'est mieux de le faire par eux-mêmes ou est-ce que c'est mieux de le faire en groupe avec un animateur? Donc, on a un CHSLD qui va le mettre en groupe, qui va aller récupérer tous les gens violets, tous les gens blancs, puis qui va faire les séances. Ou est-ce que c'est mieux d'annoncer, par exemple, au micro que c'est le moment de faire les exercices et qu'ils le fassent par eux-mêmes avec des gens qui passent dans le corridor des chambres, et ce qui permettrait, indépendamment des restrictions, de le faire. Donc, on en est là. Je vous dirais que la réponse de l'efficacité puis de l'implémentabilité, elle sera dans 6 mois maximum. On commence depuis 1 semaine à l'implémenter, mais ça nous a pris quasiment 2 mois à créer ce programme-là qui, j'espère, va être une réponse pour les CHSLD qui souvent oublient que l'activité physique peut être un moyen pour leurs résidents. Merci, Mylène. J'ai précisé dans la boîte de clavardage qu'un CHSLD, c'est une résidence de soins de longue durée. Oui, c'est les nursing homes ou les long-term care, dépendamment en anglais. Oui. La prochaine question, c'est comment avez-vous réussi à faire adhérer le personnel soignant, dont les médecins? Tout simplement parce que la mise en place du projet n'est pas partie que de l'équipe de recherche. On est dans un processus, y compris pour celui-ci en CHSLD, de co-création. Et c'est la base. C'est réunir les médecins, réunir les physios et leur dire que le kinésiologue n'est pas en train de voler leur emploi, mais bien un complément, par exemple. Réunir les infirmières et voir avec eux comment on peut arriver à répondre aux politiques du gouvernement sans que ça soit trop lourd pour tout le monde, mais que ça soit un effort pour tout le monde. On a même inclus dans ces réunions-là de création les préposés aux bénéficiaires, parce qu'en fait, c'est presque nos meilleurs cheerleaders des programmes. C'est eux, quand ils font des repas, qui disent « Monsieur Gagnon, avez-vous fait vos exercices aujourd'hui ?» et qu'ils rappellent et qu'ils repartent avec leur repas et qu'ils continuent dans la journée. Donc, c'est vraiment l'adhésion, elle passe par ce travail qui a été très long de co-création pour voir qu'est-ce que l'on peut faire en kinésiologie, qu'est-ce qu'on rêve et qu'est-ce qui est faisable et acceptable, entre guillemets, pour l'instant, pour les milieux. Les 2 prochaines questions se ressemblent un peu. On se demande où retrouver le programme fait à la sortie de l'hôpital afin d'utiliser en CHSLD. On vous demande également si vous avez plus d'informations sur vos programmes PUSH en CHSLD. En fait, tout va être… je vais essayer d'aller plus vite, excusez-moi. Je m'excuse de vous passer toutes ces slides. En fait, sur ce programme-là, vous avez PAT, vous avez Match, vous avez Pace, vous avez Date, et sous peu, il va y avoir un onglet pour Push. Donc, ça va nous faire plaisir de venir. C'est sûr qu'on est dans un contexte de recherche en ce moment, donc on veut valider nos outils. Mais si on a un partenariat, que les gens sont prêts à prendre des petites mesures ou à nous transférer les résultats, on est très content de devenir des partenaires avec vous. Alors, c'est une invitation. Exact. Elle est lancée. C'est bien. Exact. La prochaine question. Est-ce que la personne déconditionnée et lorsqu'elle a son congé, il manque encore de conditionnement, peut être référée pour continuer à d'autres ressources, genre… Là, je n'arrive pas à lire c'est quoi les ressources. Alors, je vais essayer de répondre parce que je connais bien les ressources. Le problème des ressources pour le soutien à domicile, en tout cas au Québec, parce que je sais qu'on est au niveau du Canada, puis c'est très différent, mais au niveau du Québec, ça prend un score à l'ISO-SMAF, qui est la capacité à réaliser des tâches de la vie quotidienne ou à réaliser des tâches de la vie quotidienne de façon très, très faible. Généralement, en ce moment, il y a très peu de suivi au soutien à domicile pour les gens qui sont encore en forme, mais qui mériteraient, qui sont fragiles, qui ne sont pas encore complètement en perte d'autonomie. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Hein. Le programme PAT, par exemple, on implique le soutien à domicile pour qu'ils fassent des appels 3 fois par semaine, 3 fois dans les 12 semaines pour voir si les gens vont bien. Donc, quand je parlais de co-création puis d'implantation, ça a même été jusqu'au soutien à domicile. Parce qu'en effet, c'est pas qu'on ne veut pas donner de la physiothérapie ou d'autres programmes, c'est que
il manque de ressources. Hein. On l'a vu avec la COVID, on a manqué de physiothérapeutes, on a manqué de kinésiologues, on a manqué de médecins. Et donc, malheureusement, il y a peu ou pas de services qui sont prescrits chez les gens qui sont déconditionnés. Souvent, c'est vraiment une feuille qu'on leur donne, on leur recommande, et il y a peu de suivi par l'hôpital après, par la suite. Donc, c'est là où on essaye de lier ce chaînon entre l'hôpital puis le domicile par le soutien à domicile dans nos programmes. Excellent. Alors, il n'y a plus de questions et nous sommes à la toute fin du webinaire. Toutefois, il y a eu un commentaire dans la boîte de clavardage que je crois que les gens seraient intéressés à voir la présentation de votre programme Push lorsqu'il sera mis en œuvre. Alors, c'est une invitation. On vous la lance également aussi du côté Loop. Alors, lorsque votre recherche sera en bonne voie. Il me fera plaisir de vous présenter les 3 programmes que je ne vous ai pas présentés, donc Extra, Pace puis Push, qui sont en clinique externe chez des gens chuteurs ou dans les CHSLD. Avec grand plaisir, je reviendrai. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, Mylène, ainsi que toutes les personnes qui ont pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui et qui ont posé vraiment de très bonnes questions. On vous invite à vous joindre à Loop pour avoir accès aux autres webinaires. Et puis, n'hésitez pas à répondre au sondage aussi. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci. Merci.